l'époque, étudiant, mais ma promo 7, je vivais très maritalement avec une Européenne qui me rabâchait les oreilles. Vois Venise et mourir, vois Venise et mourir. Ça, c'est pour les romantiques. Et moi, quand j'ai visité Israël, je dis, Seigneur, maintenant là, tu me rappelles, je suis prêt parce que j'ai vu la terre du Christ. J'ai vu où Jésus est né. J'ai vu Bethléem, j'ai vu Jérusalem. J'ai été plongé dans le Jourdain. C'est des jours merveilleux. Et donc aujourd'hui est le deuxième grand jour de ma vie. Chers frères, chères sœurs, j'ai eu beaucoup de grâce aujourd'hui d'avoir le ministre, mon ami, qui a dit des paroles très très fortes. Je voulais qu'on le salue. Parce qu'il a agi ce soir comme un père. Quand tu n'as plus ta mère, et un aîné vient, tu viens d'exil, tu reviens de la mort en fait. Et il prend la parole, ça te fait chaud au cœur. Monsieur le ministre d'État, cher aîné, je vais te dire un merci. Merci d'avoir été là. Et c'est au nom de ma famille, mon oncle est là, le petit frère à ma mère est venu spécialement de Divo, ma grande sœur est là. Je voulais vraiment dire merci à la famille. À la vérité, je vais lire un peu le texte qu'on va donner aux journalistes parce que comme, vous savez, les gens ne sont pas là, mais ils sont là, ils nous suivent. Donc, je veux que ce que je vais dire soit écrit, transcrit. Donc, je l'ai fait, je l'ai écrit. Mais ce que je fais là en intro, c'est pour dire merci à vous tous et à vous toutes. Je voulais que vous me permettiez vraiment de dire, vous voyez, ce soir, vous avez suivi, on a parlé de la FIDOP et tout ça. Ce sont mes collaborateurs, c'est ma famille. Ce sont eux. Je sais que beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Africains même, je l'ai vu en exil pendant 10 ans. Mais ce sont mes collaborateurs, ils ont eu confiance en moi. Et puis ils n'ont pas eu peur. Et ils m'ont suivi dans ce combat. C'est pour ça que je voulais leur rendre hommage. Je vais saluer tous les membres de la FIDOP. Et parmi eux, il y a un qui me fait toujours l'honneur. Parce que je fus son étudiant. Il a été mon prof. Et puis après, on a devenu un peu collègue, quoi. Bon. Et puis, il dit, petit frère, ce que tu fais, ça me plaît. Je vais militer à la FIDOP. Il a pris sa carte. Je voudrais qu'on salue mon professeur, mon grand frère, militant, professeur Jacques Célestin. Voilà. Voilà. Le ministre n'avait pas vu. Il est professeur des universités. Et Chéri le connaît. Tout ça, c'est notre... C'est beau de savoir que ton maître, il croit à ce que tu fais et puis dit, je travaille avec toi. Il faut avoir de l'humilité pour cela. Parce que les gens sont trop vaniteux. Merci, grand frère. Merci beaucoup. Je voulais saluer mes collaborateurs. Et je voulais vraiment, je ne veux pas passer de façon, on les a beaucoup salués, cités, donc je veux aller à l'essentiel parce que j'ai un texte fort, un message fort à passer. Et je vais le passer. Et je suis revenu. Mais au titre des remerciements, je voudrais, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le représentant de l'ELS, Madame la représentante de mon ami et frère Stéphane Kipré, de mon ami et frère Pascal Lopo, qui m'a appelé encore au moment où je prenais l'avion et tout. Et puis, plus chérie, ma plus chérie. Non, je suis fier parce qu'on est dedans. Et puis, excellente Zadi. Alors, je fais la petite parenthèse. Vous avez vu, on dit président fondateur, président fondateur. Je vous raconte la petite histoire. À la FIDOP, il y a beaucoup de présidents à l'extérieur. Et pour faire la différence, président fondateur, c'est quand même moi qui ai fondé un peu. C'est quand même moi qui ai fondé, c'est pour la FIDOP. Mais pour Grande Afrique, j'ai expliqué à mes... Parce qu'on est tous fondateurs ensemble, du Chéri Balé et Excellence Zadi. Je leur ai expliqué que j'ai fait déclarer Grande Afrique aux États-Unis dans l'État du Delaware. Et celui qui est le président de Grande Afrique, il est aux États-Unis. Il s'appelle Laurent Adjei. Mais nous sommes les membres fondateurs. Donc, pour ne pas qu'on me confonde avec le président légal, on ajoute président fondateur. C'est comme ça qu'on travaille. Parce qu'il est président statutaire
Mais il ne peut pas prendre des décisions sans nous qui avons inventé la structure. Et chaque fois, je suis resté en contact avec Excellence Zadi, parce que sur Afrique Média, on se retrouve, on travaille et tout. C'était Picheri. Naturellement, Picheri était en prison. Je me suis retrouvé en prison. Et donc, nous avons été obligés d'aller jusqu'en prison pour la visiter plusieurs fois. Parce que Picheri, c'est une militante de la société civile qui a été considérée comme les politiques. Donc, je suis le premier. Donc, ce n'est pas nouveau. Et merci de le dire. Je voudrais saluer l'avocate de Picheri, qui est ma collaboratrice, la vice-présidente de la FIDOC chargée des questions juridiques et judiciaires, Maître Roselyne Akasempa. Voilà. Je la salue toujours parce que elle a la chance, elle a fait du bon travail, elle a défendu Picheri, elle a défendu quoi, Justin, et puis comme si ça ne suffisait pas, Dieu dit, bon, il faut aller défendre Amadé Ouremi. Vraiment. Elle m'appelle, elle est présidente. Je suis commise d'office pour défendre Amadé Ouremi, le grand tueur. Je lui dis, bon, donc c'est la mission, comme on t'a dit de le défendre. Parce que nous, on est militants des droits de l'homme. N'importe qui sur la terre a droit à un avocat. Aussi longtemps qu'un tribunal n'a pas condamné, qui est présumé innocent. Donc elle l'a défendu. Je le dis parce que les gens nous mettent toujours dans un camp. Nous faisons notre travail de faire respecter les principes et les règles de vie. Et elle a fini en beauté son travail parce que la conclusion qu'elle a tirée, c'est que Amadé Ouremi, là, lui seul, là, il ne peut pas faire un génocide dans l'Ouest. Allons chercher les autres et les commanditaires. Puisque mon client dit, on l'a envoyé. Bon. Et puis, petit remerciement, je crois que mon ami et frère, mon frère, avec Guadeloupe, mon précieux frère, on a ajouté l'adjectif précieux pour qualifier notre relation, parce que dans la crise de 2010-2011, j'avoue que tout ce que j'ai traversé, dont je parlerai brièvement, parce que je n'ai pas le temps de vous revenir sur tout ça, je n'étais pas seul. J'étais avec Hervé Guadeloupe, partout. Je vais le dire dans le texte. Mais l'image qui me reste de notre engagement dans le combat de 2010-2011, c'est lorsque le 24 décembre 2010, lui et moi, on décide de prendre un avion pour aller à Abuja, pour déposer une plainte au tribunal d'Abuja, au tribunal de la Cour de la CEDEAO. Contre qui? Contre tous les chefs d'État de la CEDEAO qui se sont réunis à Abuja sous Goodluck Jonathan pour décider qu'on envoie dans mon pays et qu'on meurt à cause d'un certain Laurent Gbagbo. On n'a pas accepté cela. Mesdames et messieurs, moi je n'ai plus de scrupules. Tous ceux qui veulent taxer des ils perdent leur temps. On était dans ce pays. Le président Laurent Gbagbo était au pouvoir. Et je le critiquais ici, à la RTI. Vous êtes tous témoins ici. Et les responsables du FPI le savent. Alors, je suis là, dans mon pays. On va à une élection, le Conseil constitutionnel dit. Et puis la communauté internationale n'est pas d'accord. Vous voulez qu'on se taise? Non. Non. On est là pour se réconcilier. Hein. Mon vice-président chargé des questions de la diplomatie et des relations extérieures, M. Saturnin Godet, il vous l'a dit, pour que je puisse revenir, ils ont fait les démarches comme il fallait et tout cela. Et maintenant que je suis arrivé, je crois que c'est le directeur des affaires politiques qui a donné un discours politique. Ah, vraiment. Et il a dit que comme je suis arrivé, je dois reprendre ma place. Je voudrais vous promettre, dans la semaine qui arrive, je vois que mon directeur aux relations extérieures, mon directeur de protocole et tout ce que vous voulez, a déjà pris un certain nombre de rendez-vous. Je vais rendre hommage à toutes les personnalités qui vous ont reçues. Toutes. Et je crois même savoir que le président Bédier vous a reçu à un déjeuner. Ça, c'est très rare. Vous devez déjeuner avec un ancien président, mais c'est que vous êtes des gens forts. Je vais lui dire merci. Je vais rencontrer l'ex-première dame. Évidemment, je rencontrerai le président Laurent Gbagbo, naturellement. C'est le référent politique de l'EDS. Ce n'est pas quelqu'un qui nous l'a imposé, c'est nous qui l'avons choisi comme référent politique. Et on a des raisons. Maintenant, je suis arrivé, on va expliquer.
reste. Mais également, je vous assure que je vais appuyer, vous avez dit que vous allez adresser une demande d'audience au chef de l'État, Alassane Ouattara. Je vais appuyer cette demande-là pour lui parler, parce que je voudrais rencontrer le chef de l'État. Je pense que j'ai à lui dire, je suis revenu, bon, les autorités finalement ont accepté que la réconciliation se fasse. Moi, je disais à des partenaires aux États-Unis, je dis, à la vérité même, moi, je n'ai pas besoin d'aller en exil. Si dans mon pays, il y a un état de droit qui existe, si on me donne la liberté d'expression et de penser, je n'ai pas besoin de venir à l'exil. Mais pendant 10 ans, on a demandé la même chose. Pendant 10 ans, aujourd'hui, la CPI a imposé la réconciliation. Finalement, c'est la CPI qui nous impose la réconciliation. Parce qu'en acquittant le président Laurent Gbagbo et le président Charles, écoutez, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut les bloquer à hors de leur pays alors qu'ils ont tout le droit de vivre dans leur pays. Ils ont été blanchis. Mesdames et messieurs, pour les journalistes, je m'en vais vous livrer. Merci. Je m'en vais vous livrer le texte que j'ai écrit. Ce sera bref. De temps en temps, je ferai quelques petites sorties. Il a 3 points. À la vérité, je me suis posé la question. Qu'est-ce que le retour des exilés peut apporter à la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? Docteur Boga a tapé 10 ans. Il revient là. Il va apporter quoi? C'est pas le prêt. Même Charles Blé-Goudé, que j'ai rencontré à Paris il y a à peu près une semaine, qui s'apprête aussi à venir, qui veut venir, je vais en parler. Mais même le président Laurent Gbagbo qui est arrivé après 10 ans, qu'est-ce que ces personnalités-là peuvent apporter à la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? Moi, je vais vous donner ma réponse ce soir. En 3 points. Premièrement, première question. Pourquoi est-ce que le docteur Boga est allé en exil? Moi, je suis allé en exil parce que j'aime mon pays. C'est tout. J'aime mon pays et je veux qu'on respecte les lois de mon pays. La deuxième question, je reviens pourquoi? Je reviens parce que j'aime encore plus mon pays. Et puis troisièmement, je reviens parce que j'ai un message pour nos 3 présidents. Bédié, Gbagbo et Ouattara. Alors pourquoi est-ce que je me suis retrouvé en exil? De temps en temps, je resterai collé au texte. J'ai dû partir le 10 juin 2011. On vous l'a dit. Grâce à Dieu. Mais c'est de façon miraculeuse. Aujourd'hui, je donne juste les grandes lignes. Comme je sais qu'après, je vais faire pas mal de... Il y a des invitations que j'ai sur les plateaux télé. J'aurai le temps d'expliquer. Parce que comme ce sont eux qui sont au pouvoir, ils vont poser bien les questions et puis je vais bien leur répondre. Je voudrais saluer la présence parmi les médias de mes amis Afrique Média. Voilà, c'est une télé qui m'a, voilà, depuis les États-Unis, ça fait maintenant 2 à 3 ans qu'ils m'ont contacté. Je suis pratiquement un consultant permanent avec l'excellence Zadi. Et je pense que c'est notre façon à nous de servir notre continent et de servir notre pays. Et ça nous a beaucoup aidé. Parce que dans notre pays, les médias sont muselés, tout ça. Donc j'ai dû partir. De l'Italie, on vous l'a dit, j'ai parcouru le monde et tout ça. Bien. Et j'ai démontré à qui veut l'entendre que moi, j'aime mon pays. Et aimer son pays là, qu'est-ce que j'entends par là? Aimer son pays, c'est respecter les lois de son pays. C'est vénérer même le drapeau de son pays. C'est respecter les institutions de son pays. Oh, chers amis, parce que je viens de loin, je peux vous le dire. Ce qui m'a toujours fasciné aux États-Unis, ce n'est pas tant la grandeur et la beauté du pays. Ce sont les symboles. Devant chaque habitation, dans chaque station d'essence, ils ont le drapeau américain qui flotte. Et je ne comprenais pas. Et je me retrouve en Suède, chez un ami qui est marié à une Suédoise, une blanche Suédoise. Et puis on était à table et je lui dis, mais je ne comprends pas pourquoi les Américains aiment dans leur pays comme ça. Elle dit, docteur Boga, les Américains, il faut les considérer comme des gens qui n'ont plus de pays.
Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont chassé les autochtones. Et ils ont pris le pays. Et le pays est tellement riche et tellement fort qu'ils sont attachés à leur pays. Ce sont des gens qui vénèrent leur pays. Prenons la France. Dans un de mes livres, je suis noir et j'aime le manioc. Là, j'ai répondu à un frère camerounais qui avait écrit « Je suis noir et je n'aime pas le manioc ». C'est une image pour dire que lui, il est arrivé en France, il a eu la nationalité française, donc il ne se reconnaît plus parmi les noirs. C'est-à-dire les noirs qui mangent à Tchéké, qui mangent à Polo, lui n'est plus dedans, il est devenu blanc. Et son livre, je l'ai lu, mais ça m'a gêné. Parce que je lui ai dit, reste ce que tu es. Et il a eu le malheur même de dire à sa fille, qui est métisse, qu'elle est blanche. Et arrivé à l'école, les petits blancs disent, sale nègre. Quand elle est arrivée à la maison en pleurant, mais c'est toi qui as induit ta fille en erreur. Dis à ton enfant qui elle est, d'où elle vient, pour que l'enfant sache. Et c'est pour cela que moi j'ai écrit, je suis noir et j'aime le manioc. À la vérité, le premier titre que j'avais donné, je suis nègre et j'en suis fier. C'est le titre que j'avais vraiment donné. Et dans ce livre, j'ai relaté plus d'une fois ce que c'est que l'amour pour son pays. Chers amis, respecter les institutions de son pays. Parlons des Français. Les Français nous font dire que ici, chez nous, le président Gbagbo était nationaliste. Voilà, ce sont des xénophobes et tout cela. Alors moi, je posais la question à un ami français, un pur blanc. Je lui dis, mais comment se fait-il que les Le Pen, là, ils arrivent toujours au second tour de l'élection présidentielle? Parce que le père Le Pen, Jean-Marie, il était au second tour de l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'il y a des Français qui l'ont voté. Donc il y a des Français qui sont plus racistes, mais ils ont honte de le dire. Et Marine Le Pen, là, elle aussi, elle arrive au second tour. Donc il y a un problème. Pourquoi vous aimez votre pays et puis vous ne voulez pas que nous aussi on aime notre pays? Vous n'allez pas me faire changer. Et souvent j'ai été très blessé dans l'exil. Quand le débat est monté à un niveau où on dit la Côte d'Ivoire n'a pas de propriétaires. Nous tous, là, c'est un pays CEDEAO. Nous tous, dedans. Nous tous, on vient de quelque part. Oui, souvent les gens racontent ça. Et pourtant, ailleurs, tu es venu, tu es noir, mais tu es suédois, tu es danois, tu es français. On va te dire, mais tu es danois d'où? Parce que tu dois venir de quelque part. Chers amis, ce discours que je vous tiens là, c'est simplement pour vous dire qu'il n'y a pas de honte à aimer son pays. Il faut qu'on aime notre pays. Et avec des amis de l'exil, dans nos échanges sur le ministre d'État, vous qui avez déjà siégé au cœur de la République, on s'est dit, est-ce qu'à un moment donné, il ne serait pas bien peut-être de ramener même peut-être le service militaire obligatoire? Parce que quand on est un pays riche, dans une sous-région pauvre, je prends l'exemple de la crise de 2010. Dans le monde entier, tous nos voisins nous ont vomi. Tous. Aujourd'hui, je les vois revenir. C'est pour ça que je suis fier. Partout où on passe aujourd'hui, c'est la tête haute. Parce que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont donné un exemple de résistance et d'amour de leur patrie à travers toute l'Afrique. Cette victoire-là, non, le président Laurent Gbagbo, c'est le symbole. Nous, on le dit toujours. Parce qu'un combat a toujours un visage. Le président Laurent Gbagbo, c'est le visage. Mais à la vérité, ce n'est pas pour sa personne qu'on s'est battu. On s'est battu pour que ce pays ait une âme, ait des fils et des filles dignes pour défendre cette nation. C'est le discours que je suis venu vous tenir aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on dit là, ça n'a pas de... Je suis même allé tellement loin dans les réflexions. Dans mon livre que j'ai appelé « Qui est le président de la République ?» Moi, je vous assure, chers frères, je vous regarde ici, et c'est mon discours que je vais tenir ici. Le problème pour être président de la République, ce n'est pas une question de nationalité. Nous, on n'en veut pas recevoir à cause de sa nationalité originelle, parce que c'est ça notre problème. Est-ce
est-ce que tu aimes la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens? C'est le problème de fond. Parce qu'en la vérité, j'ai remarqué, un homme comme Manuel Valls, qui a été Premier ministre en France, il a dit à tout le monde qu'il est né en Catalogne, à Barcelone, c'était catalan, mais il a été Premier ministre. Quand même, Obama a été président des États-Unis, son père est kenyan. Donc le problème de fond, les Ivoiriens n'ont pas un problème avec la question de la nationalité. Parce qu'il y a des Libanais même qui aiment notre pays. Il y a des Burkinabés qui aiment notre pays. Mais il y en a qui n'aiment pas notre pays, qui ne nous aiment pas. Donc mon problème aujourd'hui, c'est que j'ai compris dans toutes les crises qu'on traverse, ce n'est pas une question d'origine qui nous intéresse. Démontre ton amour pour ce pays qui t'a tout donné. C'est ça que nous demandons à quiconque. Aimer ce pays et aimer les Ivoiriens. De la même manière que les Ivoiriens sont à bras ouverts avec tous les étrangers. Ce pays, c'est un pays d'hospitalité. C'est un pays d'hospitalité. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Mais quand vous venez dans ce pays, aimez-nous un peu. Aimez-nous un peu. Aimez-nous un peu. Comment je peux passer 10 ans à l'extérieur de mon pays et tout le monde est content? À commencer par les étrangers. Et puis comment vous voulez faire ça? À cause d'un seul homme? Non! Réconcilions-nous entre nous. Aimons-nous, s'il vous plaît. Ce pays a encore à offrir. Parce que ce pays a du potentiel. Ce pays a du potentiel. J'ai vu en Italie, dans la ville de Lampedusa, que parmi les Africains qu'on trouve, aujourd'hui, il y a au moins 60 à 70% d'Ivoiriens. Mais comment mon pays est émergent? Et puis c'est là maintenant que les jeunes Ivoiriens sortent et ils vont mourir à la mer. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc, chers amis, quand tu parles, on va dire, ah, il faut politique. Mais attendez, moi je n'ai même plus peur de faire la politique. Vous voulez que j'ai peur de faire la politique? On veut nous distraire. Dans quelle école politique les leaders faciles sont partis? Monsieur le ministre, je ne sais pas, mais c'est une question que je pose. La politique, c'est au quotidien, on la vit. Il y a des vendeurs d'ateliers qui font de la politique. Je me rappelle, mon père était instituteur, il vendait les cartes du PDCI-RDA à Tifo. Notre vie, elle est politique. On coupe l'électricité, ça c'est un fait politique. Parce que comment nous produisons l'électricité? Et nous vendons l'électricité ailleurs, et puis nous, chez nous, on coupe l'électricité. Pourquoi? Bon, c'est la réconciliation. Hein. Et au nom de la réconciliation, abordant le deuxième point. Bon, le premier point, c'était de vous dire un peu les circonstances dans lesquelles je suis parti du pays. Le pays a été attaqué. De toute façon, le texte sera versé aux journalistes. Le pays a été attaqué. Et mon crime, c'est que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de morts, mais à un moment donné, on n'avait pas le choix. Il y avait deux personnalités qui se sont déclarées victorieuses de l'élection présidentielle. Il n'y a pas de demi-mesure. Ou bien tu es à gauche, ou bien tu es à droite. Et moi, j'ai estimé que dans mon pays, il y a des lois. Rappelez-vous ici, j'ai été même convoqué par l'épiscopat catholique. J'ai été convoqué partout, j'ai expliqué. J'ai dit, et je peux rappeler cela parce que, comme il y a longtemps, avec ma chère Awa Egoura que je visitais, j'espère qu'elle est encore en vie, cette grande journaliste de son État, je lui ai dit, la loi c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Durant l'ex, c'est l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi dit que c'est le Conseil constitutionnel qui donne le résultat définitif. Ce n'est pas la communauté internationale. Hein. C'est ça la loi. Et le Conseil constitutionnel peut se tromper. Mais quand il s'est trompé, là, ce qu'il a dit est dit. En fait, à la vérité, c'est ce qui s'est passé. Et moi, j'ai soutenu cela. Mordicus. Et je vais proposer. J'ai dit, mais à la limite, si vous voulez, on annule tout et puis on recommence. Puisqu'on a demandé de recompter. Vous ne voulez pas recompter. Non, à la vérité, c'était trop pipé. On ne pouvait rien faire. Ces 10 années d'exil là, c'est une grâce. Sinon, nous sommes allés nous éliminer pour que les gens règnent. Mais c'est Dieu. Ce qui est bon avec Dieu, c'est que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances.
je vais finir tout de suite. Le deuxième point, je reviens d'exil. D'abord, l'exil m'a apporté quelque chose, la remise en cause. C'est-à-dire que quand tu finis de voyager, tu es dans un hôtel seul, tu réfléchis, tes enfants sont loin, tu es seul et tu réfléchis. C'est pour ça que j'ai écrit beaucoup de livres. Ça m'a guéri. Les conférences m'ont permis de vivre et de survivre. Les livres que j'ai écrits m'ont soigné. Sinon, on serait tous morts. Vous avez vu, il y a beaucoup qui ont piqué les AVC et tout ça. Le cerveau peut péter. Parce qu'on ne peut pas comprendre que notre pays soit si riche et que les enfants du pays soient au Ghana, au Togo. Et puis personne ne bouge. Ça ne dit rien à personne. Et puis quand je regarde les Américains, les Français, ils vont chercher leur otage. Le président de la République lui-même, il est devant. Mais nous aussi, on n'est pas des humains, quoi. On ne compte pas, quoi. Et tout ça, ça dépend du dirigeant. Et ça me peine beaucoup. Mais je me suis fait aussi une remise en cause. Parce que je dois avouer, et devant Dieu, je le dis, je suis très passionné. Je suis passionné, ça veut dire que quand je vois des injustices, quand je vois des violations des droits de l'homme, mon cœur se brise. Et comme je ne peux pas prendre une arme, je prends les armes que Dieu m'a données. Mon intelligence, mon verbe et ma plume pour crier ma colère. Et c'est vrai que parfois, je suis excessif. Parfois même, je menace. Parce que je veux faire peur pour qu'on arrête de tuer inutilement. Donc si ça a pu blesser, je vais ici demander pardon. Demander pardon parce que je ne suis pas un saint. Demander pardon parce que je ne fais pas exprès pour blesser. Mais je suis révolté par les injustices. Et je crois que quand on est dirigeant, à un haut niveau, on devait être révolté par les injustices. Et surtout quand je me rends compte que c'est l'État qui est à la base de toutes ces violations des droits de l'homme, alors là même ça me fait exploser. Je suis vraiment navré. Si pendant ces 10 années, vous avez été blessé, ou ceux qui sont surtout du RHDP, le chef de l'État, son gouvernement, je ne suis pas sûr que je pourrais changer. Mais c'est parce que tant qu'il y a des violations des droits de l'homme, je suis désolé, mais j'utiliserai toujours les mêmes armes pour refaire la même chose. Une façon de vous dire, arrêtez les violations des droits de l'homme. La deuxième chose aussi que l'exil m'a apporté, l'exil m'a appris à pardonner. Chers amis, chers compatriotes, c'est la partie la plus difficile. Mais j'ai quand même franchi un pas. Je vous assure, mes chéris, mon cher Simplice Zali, à Paris, on travaille ensemble entre les VP de la diaspora, avec Stéphane Kipré qui est nommé vice-président de EDS pour la diaspora. Moi, je m'occupe de la question des droits de l'homme. La question du pardon, beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas prêts. Parce que le contexte dans lequel on se trouve ne nous donne pas l'occasion de pardonner. Et ça a été très difficile. Le 17 septembre 2020, M. Guillaume Soro donnait une conférence à Paris. Et EDS a été invité dans la diaspora. Et donc j'échange avec le président Stéphane Kipré. Je lui dis, bon, donc, toi qui vas aller là-bas, à la conférence de Guillaume Soro. Mais je vous dis pourquoi j'étais à l'aise d'y aller. J'ai été à l'aise d'aller à cette conférence que donnait l'ex-chef de la rébellion, ex-président de l'Assemblée nationale et tout. Parce que depuis un certain temps, nous travaillions ensemble avec M. Henri Konan Bédié depuis qu'il est allé voir le président Laurent Gbagbo à Bruxelles. Mais moi, mon cerveau n'est pas limité. Je sais que M. Bédié était avec M. Ouattara. Tous, c'est tout ça là qui a fait qu'on est parti en exil. Tout ça là. Mélangé. Non, au passage, on est à l'aise parce qu'aujourd'hui, si le président Bédié reçoit mes collaborateurs, c'est que je l'admire aujourd'hui parce que le combat qu'il mène aujourd'hui là, mais j'adore ça.
Et donc, la question du pardon est essentielle parce que j'en parle, c'est un témoignage que je vous rends là. Et donc, pour moi, dès l'instant où le président Bédié est allé là-bas, c'est comme si quelque part, on n'a plus trop le choix. Parce qu'à la vérité, le président Bédié, il s'associe un peu avec M. Sorokio, puisque c'est les deux, finalement, qui sont sortis du RHDP. Et à Paris, au mois d'août, le 18 août, si ma mémoire ne me trompe pas, le 15 août 18, on a fait une démonstration de force avec toutes les forces de l'opposition contre le pouvoir qui bloque la démocratie, viole les droits de l'homme et tout, à Paris, à la place de la République. À côté même de l'ambassade, c'est plutôt à Victor Hugo. Donc moi, quand on me désigne pour aller à la conférence de Guillaume Soro, je me dis, bon, de fait, on travaille déjà ensemble. Donc, allez suivre la conférence de presse, je ne suis pas journaliste pour poser des questions. Donc, je vais aller simplement suivre. C'est ce que j'ai fait, le 17. Je suis allé à la conférence de presse, à Paris. M. Guillaume Soro, c'est là où il a tenu le discours. C'est moi qui vous le dis, l'élection, ça n'aura pas lieu. Souvenez-vous, tout ça. Et au moment où il finit, et il va maintenant sortir de la salle, il m'aperçoit. Il dit, ah, bon, ben, tu es là? Bon, parce qu'on se tutoie. Vous savez, on est une génération. Bon, il y en a qui ont pris des voix, mais non, ça ne leur enlève pas leur humanité ou bien leur ivoirité. On est tous ivoiriens. Voilà. Ah, pourquoi tu es là? Ah non, il faut qu'on se voit. Donc, j'attends, c'est Abel Naki qui est allé au CDRP. Parce qu'il y a deux plateformes de l'opposition que tu connais très bien. Nous, on a créé TDS, le président Bédié a créé CDRP. Voilà. Abel Naki est dedans. Donc, j'attends avec Abel Naki. Et Guillaume Soro, il s'assoit, il répond un peu aux journalistes et il le reçoit. Mais il est tout à fait heureux, bien content de me voir et tout ça. Parce qu'il sait, il me suit, il sait combien de fois je le tape. Je tape, donc l'occasion était bon, dit bon, mais bon, écoute, on va prendre un déjeuner, non, un dîner, on va boire, comme ça on va bien parler et tout ça. On était le 17. Le dîner est fixé au lendemain. Ok. Donc le soir, j'appelle tous mes amis pour leur dire, bon, vous m'avez envoyé, j'ai été là-bas, maintenant on m'invite à un dîner. Mais toute la nuit, il faut prier parce que c'est la religion là qui t'envoie en exil. Donc, c'est pas facile tout ça. Et donc j'ai prié, et puis, mais quand même j'étais curieux d'y aller. Et j'ai été à ce dîner auquel a pris part Abel Naki, et puis la ministre Afoussiata Bambalami, nous étions 4. Ça a duré au moins 4 à 5 heures. J'ai beaucoup plus écouté. J'ai écouté le président de l'Assemblée nationale parler, l'ex-chef de la République parler, l'ex-premier ministre parler. Voilà. Moi, je suis curieux. Moi, j'ai beaucoup écouté. Et quand on a fini, après les 5 heures, on s'est dit au revoir. Bon, j'ai quand même dit aussi les choses. Et l'un des détails qui me marque, c'est que je lui dis, bon, il m'appelle Boga, donc je dis, Guillaume, moi, tant que tu es dans le chemin de faire la politique, où il n'y a pas d'armes, moi je pense qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de problème. C'est l'autre côté là que nous on ne maîtrise pas. Mais sinon ici, on peut s'entendre un peu. Mais en même temps aussi, si tu demandes pardon, et ça c'est très important puisque je parle du pardon, il ne faut pas demander le pardon et puis dire, mais il y a longtemps qui demande pardon, il faut dire oui, mais maintenant on va passer à autre chose. Non. Celui qui demande pardon, il faut demander jusqu'à ce que la personne à qui tu demandes pardon soit prête à te pardonner. Si tu demandes pardon et que tu presses, tu forces la personne à qui tu demandes pardon, c'est ta dictature. Et moi, personnellement, je déconseillerais et je lui il faut savoir la candidature en même temps. C'est-à-dire que tu demandes pardon, tu as fait la rébellion, tu demandes pardon, puis en même temps tu es candidat. Donc tu ne donnes pas le temps de digérer ce qu'on te reproche. Mais quand on a fini l'entretien, au moment où Guillaume dit on prend une photo et tout ça, c'était déjà sur les réseaux sociaux. Sur le Paris avait déjà fait son travail. Donc ça avait pris, je reviens, 7000 vues, 8000 vues. Et nos partenaires, nos compatriotes ne m'ont pas raté. Docteur Boga, non, c'est si toi sur le côté. Si toi tu es
regarde, pourquoi? Et il y en a qui ont été durs, et non, enfin. Et puis ils ont dit même des choses, oui, Dieu Soro, peut-être qu'il m'a donné là beaucoup d'argent. Parce que ça, comme il sait que tu es virulent avec beaucoup d'argent. Et donc j'ai dû, et grâce à Afrique Média, j'ai fait des démentis. Moi je dis que le président Laurent Gbagbo, peut-être aurait pu être la personnalité qui aurait pu me corrompre. Mais il n'a jamais tenté même de me corrompre. Il m'a respecté. Alors que j'ai l'âge de son fils, il m'a laissé faire mon droit de l'homme là. Et ici, dans la Côte d'Ivoire, ici, la PCI avait cassé mes bureaux. Le président Gbagbo m'a donné des gardes du corps. Ici, dans la Côte d'Ivoire, ici. Et c'est pour ça que je le respecte. Si Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent, il ne m'a pas corrompu, qui peut me corrompre ici? C'est qui? Parce que même l'argent qu'on te donne, tu connais un peu l'origine de l'argent. Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est ça? Tu sais. Donc tu peux faire attention. Donc il fallait que j'explique aux Ivoiriens un peu. Je le dis parce que ça a été douloureux pour moi de prendre un repas avec Dieu. Ce n'était pas un vrai repas d'ailleurs dans le restaurant. À cause de la Covid, il n'y avait plus de repas. On a plutôt pris une sorte d'apéro. Mais c'était difficile. Or, il faut pardonner. Monsieur le ministre d'État, vous qui avez été ministre d'État, et puis on oublie que quand vous êtes ministre d'État, c'est le ministre de la Défense, de vous à moi. Est-ce que nous pouvons bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle, réconciliée, stable, sans Guillaume Soro aujourd'hui? Il paraît qu'il a été condamné à perpétuité. Mais ça, c'est bon pour les juristes. Mais le problème de Guillaume Soro, ce n'est plus un problème de droit. C'est un problème politique. C'est un problème entre vous. Parce que nous, on veut un pays tranquille. Si nous voulons un pays tranquille, pourquoi on ne prend pas le temps de parler à tous ceux qui peuvent être une sorte de menace ou de gêne? Pourquoi on consolide l'unité nationale, la réconciliation et qu'on regarde ensemble devant? Pourquoi on fait ça? Parce que moi-même, nous on est des civils, même attendez, vous pensez que les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Quand on te voit, vous pensez que les mercenaires, ils n'approchent pas tout le monde? Ils approchent déjà, ils vous proposent des services. Donc la sécurité d'un pays, ce n'est pas même l'armée, ce n'est pas la gendarmerie, ce ne sont pas les forces armées de la République, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des bonnes relations entre les citoyens du pays, le respect des lois, le respect des règles. Parlez-vous entre vous, un dialogue national, ça consolide plus la paix et la sécurité. Beaucoup plus qu'une armée barricadée, des mercenaires, gaillards, encagoulés. Non, c'est pas ça qui fait la sécurité dans un pays. Ça, c'est pas la sécurité. Donc, j'ai tenu à le dire. Et ça va être une réflexion pour nous tous. Moi, j'aime le droit. Et dans la crise ivoirienne de 2010, partout, je disais, si vous voulez qu'on applique le droit là, ça va chauffer. Hein? On ne va pas arrêter M. Gbagbo et l'écouter seulement. Hein? Si vous voulez qu'on applique le droit, on ne va pas s'arrêter là. Et ça, quand on le disait, les gens disaient, oh, c'est sûr, on l'a fait. Mais voilà qu'aujourd'hui, il a été acquitté. Et le président Laurent Gbagbo a raison de dire, maintenant que j'ai été acquitté là, dans l'autre cas, on dit quoi? Et en tant que militant des droits de l'homme, c'est ce que nous, on va soutenir. Donc la balle est dans votre camp. Si vous voulez qu'on passe notre temps à recenser les crimes ou bien les faits gravissimes commis par les uns et les autres, on va passer le temps à reculer, à retarder notre pays. Or, on peut aller très vite. Et c'est pour ça que je vais aller, en terminant très rapidement, sur le message que j'adresse aux trois personnalités. Mais je voudrais quand même, dans l'exil, c'est un petit détail, avant de passer au message que j'adresse aux trois personnalités, je voulais quand même partager ceci avec vous. Sur la question de l'amour du pays, je me suis dit souvent, cher René, je dis, mais nous on vient de Divo et tout ça, qu'est-ce que nos parents faisaient tant pour que le docteur Bougala, il aime tant son pays, il croit que c'est lui qui l'aime plus que tout le monde et tout ça. Et souvent dans l'exil, je me suis dit, ça vient d'où au fond? Je vous ai dit que le vieux était militant de PDCI. Et puis, nous, on a fait le primaire et le collège sous le parti unique.
dans notre école primaire et au collège, il y a deux faits qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai compris pourquoi est-ce que je suis si attaché à ce pays. Je n'ai pas volé. Vous savez, quand on te dit, il y a des paroles que tes parents disent, ça te reste dans la tête. Et quand tu grandis, ça ressort. Quand nous étions au collège, donc deux faits. Au lycée, non, au collège, non, au primaire d'abord, et puis au collège, ce sont les meilleurs élèves qui font monter le drapeau. Tous les lundis. On chante la bidjanaise. Et puis, sous Balagita, dès qu'on finissait la bidjanaise, on ajoutait toujours vive le Nana Foukwani, vive le PDCI, vive la Côte d'Ivoire. Les trois expressions-là, je les ai toujours répétées. On me fait parce que dans cette période-là, j'étais toujours premier ou bien deuxième. Donc, on finissait au drapeau, je faisais ça. Vive le Nana Foukwani, on finit la bidjanaise, donc c'est toi qui monte le drapeau. Tout ça, ça m'a marqué. Vive le Nana Foukwani, vive le PDCI, vive la Côte d'Ivoire. C'est le drapeau et le dirigeant du pays. Il faut les vénérer. Mais il y a encore plus. C'est pour ça que je tiens à le dire, pour que les gens comprennent que nous tous là, on a été à la même école. Je n'ai pas volé. Mais on n'avait pas fait attention, parce qu'on était des enfants. Lorsqu'il y avait les fêtes d'indépendance, on partait faire le défilé. Et pendant les périodes de défilé, dans la préparation, on a des instituteurs qui nous apprenaient une chanson. Et quand j'étais dans l'exil, parfois cette chanson me revenait. Oui, d'accord. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, mes aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Donc, quand je pense à cela, mes chers amis, décortiquez la chanson, il y a tout dans ce couplet. C'est une longue chanson, mais le couplet en lui seul qui résume tout. La Côte d'Ivoire, elle n'a pas commencé avec le pouvoir actuel, elle ne va pas se terminer avec le pouvoir actuel. C'est de génération en génération qu'on bâtit une nation. Nous tous, on a notre part à donner dans la nation. Donc le rattrapage ethnique n'a même pas sa place. Chaque fils de la Côte d'Ivoire doit contribuer pour que la Côte d'Ivoire soit rayonnante demain. Et la chanson me touche parce qu'on dit mes aïeux sont morts pour défendre cette Côte d'Ivoire-là. Et moi, le rôle que j'ai sur la terre, c'est d'aimer ce pays. Chers amis, aimons notre pays. Aimer son pays, ça veut dire que quand tu es fonctionnaire, il ne faut pas, par exemple, te laisser corrompre. Parce qu'il faut servir son pays avec loyauté, avec probité, avec équité, dans la justice. J'ai tenu à rappeler ce détail parce que ça m'a toujours marqué quand j'étais dans l'exil. Et je me dis que quelque part, c'est là où j'ai tiré cette force, l'amour du pays. Donc vous voyez, la chanson que je viens de chanter, c'est une chanson patriotique. On ne le savait pas. Ce n'est pas Ode à la patrie là qui est une chanson patriotique. Cette chanson-là était une chanson très patriotique. Le travail de 1000 générations. Ce pays, nous devons le construire ensemble. Dans l'amour, dans l'unité, dans la fraternité, mais dans la justice. Je voudrais, en faisant donc la transition pour parler au chef d'État, j'ai un message pour eux que je laisserai aux journalistes. La question des prisonniers. Mesdames et messieurs, moi je pense que dès maintenant où le président Laurent Gbagbo est acquitté, on peut quand même arrêter de garder en prison des gens qui ont été emprisonnés avec la crise de 2010-2011. Comment voulez-vous qu'on bâtisse une nouvelle Côte d'Ivoire si on ne veut pas quitter dans le passé? En 1994, en Afrique, il y a un pays qui a été massacré. 1 million environ de morts.
3 mois. Allez-y au Rwanda aujourd'hui. C'est cité en exemple sur toute la planète. Parce que le chef de l'État, il s'est mis dans la peau de quelqu'un qui veut rebâtir une nation modèle. Et le Rwanda est devenu un exemple aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, on a connu environ une vingtaine peut-être de morts. Mais il suffit que les fils du pays se mettent ensemble, on va rebondir. Par exemple, moi je ne peux pas accepter qu'on construise une nouvelle Côte d'Ivoire sur le sang des Ouatt. Bon, même si les Amkouleto et autres disent qu'il n'y a pas eu de génocide, mais pour nous, on considère que les Ouatt ont trop payé. Donc si on veut bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire, il faut que la République trouve les ressorts pour que les fils et filles de l'Ouest soient au moins contentés, pour qu'ils comprennent que c'était arrivé, mais nous devons bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire. Mais quand je cite l'Ouest, c'est un peu comme si je citais Anokwakouté, c'est comme si je citais Tabou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la République doit s'asseoir et puis dire, bon, écoutez, on va contester. Mais pourquoi c'est important de le faire? Parce qu'entre-temps, n'oubliez pas, quand on a connu la rébellion, pour que les mutineries cessent, le chef de l'État a dû puiser dans l'argent de la République pour contenter les rebelles. Ils étaient 8400. Ils ont été dédommagés, condamnés pour qu'ils se calment et que la République puisse aller de l'avant. Moi, je pense que la République peut s'asseoir et peut trouver un mécanisme pour que tous ceux qui ont vraiment souffert, visiblement, sans discussion, puissent au moins être soulagés. J'y tiens. Et ça, vraiment, quand j'aurai l'occasion de rencontrer le chef de l'État ou les différents présidents, je leur dirai. Il faut qu'on fasse quelque chose pour ceux qui ont payé le plus lourd tribut. Parce qu'on est en train de tourner une nouvelle page. On a tourné la page ancienne pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Il faut le faire pour que toute la nation soit apaisée. Il ne faut pas qu'il y ait encore des rancœurs d'un côté. Et puis nous, on va jubiler. On va danser de l'autre côté. Ça ne fait pas nation. Ça fait exclusion. Donc, la question des prisonniers, j'en ai parlé, je n'ai pas dit prisonniers politiques. Hein. Vous n'aimez pas trop le terme prisonniers politiques ici en Côte d'Ivoire. Donc, je n'ai pas dit prisonniers politiques, mais les prisonniers du fait de la crise politique. Donc, des prisonniers quoi. Et puis, voilà. Excellences, Messieurs les présidents de la République. Donc, voilà. C'est là que je commençais à leur parler. Merci. Et là, je prends mon air très sérieux et solennel parce que je veux parler à 3 chefs d'État. Excellences, Messieurs les présidents de la République. Messieurs les présidents. Voilà. Excellences, Messieurs les présidents. Je reviens d'exil avec un constat. Depuis ces 30 dernières années, c'est pour vous et à cause de vous. Parce qu'ils vous aiment trop. Parce qu'ils vous aiment plus que la République elle-même. Que beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Je répète, c'est par amour pour vous, vous trois, que beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Et au moment où nous faisons cette conférence, il y en a qui sont prêts encore à mourir pour vous, parce qu'ils vous aiment trop. Parce que vous avez quelque chose d'exceptionnel. Vous êtes des leaders charismatiques. Parfois, nous, on est jaloux, on aimerait être à votre place. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Mais Dieu a permis que vous trois, vous vous retrouviez sur le sol ivoirien. Tous les trois. D'ailleurs, demain, le président Laurent Gbagbo va rendre visite au président Nicolas Petit. Tous les trois, vous êtes dans le même pays, actuellement, dans la même période. Je voudrais dire, Excellence, Monsieur le Président de la République, que même si le président Laurent Gbagbo a été acquitté, de par vos statuts et fonctions, personne parmi vous ne peut dire qu'il n'a aucune responsabilité parmi tous les morts.
pour tous les morts qui sont partis. Chacun de vous, à un niveau ou à un autre, a une part de responsabilité. Et je dis bien part de responsabilité, ce qui n'a rien à voir avec le droit. Ce n'est pas une culpabilité, mais c'est une responsabilité. Mais nous-mêmes qui sommes des simples citoyens, nous-mêmes qui sommes des professeurs d'université, qui sommes des intellectuels, qui sommes des journalistes, qui sommes des étudiants, on a aussi notre part de responsabilité, mais à un moindre niveau comparé à vous, qui êtes les grands bénéficiaires de tout ce qui se passe dans le pays. Car depuis 30 ans, à la vérité, c'est vos luttes pour le pouvoir qui font que nous, on est prêts à mourir pour vous. Les pro-Ouattara sont prêts à mourir pour lui. Les pro-Bédié sont prêts à mourir pour lui. Les pro-Ouako sont prêts à mourir pour lui. Et 2025 arrive. Alors je vous dis une chose. C'est une doléance que je vous fais. Très respectueusement, mais très solennellement. Rencontrez-vous, s'il vous plaît. Parlez-vous. Parlez-vous. Et puis, trouvez un minimum d'accord. Un minimum d'accord. C'est-à-dire qu'en tant que des grands leaders, il y a un minimum que vous pouvez obtenir entre vous trois. Et je vous assure, quand vous sortez de ce conclave-là, vous parlez, et toute la Côte d'Ivoire va jubiler sur une semaine, sur 2 semaines, on va danser. Parce que vous seriez parler. Je le dis parce que, et je vais couper court. Moi, je suis revenu d'exil. Mais j'ai pris un engagement, précisément 3. Le premier engagement que j'ai pris, c'est que plus jamais je ne me tairai. Plus jamais je ne regarderai un seul Ivoirien ou un seul étranger mourir dans ce pays à cause de la politique, à cause des hommes politiques. Jamais. Je suis revenu d'exil parce que j'ai cru juste de défendre le président Laurent Gbagbo qui était victime d'une injustice. Elle a été rétablie. Il est acquitté, il est dans son pays aujourd'hui. S'il veut faire de la politique, c'est son droit. Mais créer le contexte pour que vos crises, vos guerres fratricides ne nous entraînent plus à la mort. Ça, je le dis et je le maintiens. Parce que la politique, ce n'est pas pour nous conduire au cimetière. La politique est faite pour améliorer nos vies. Je vous le dis du fond de mon cœur. Parce que quelque part dans mon texte, je dis, s'il fallait recommencer ce que nous avons vécu pour aller en exil, pour mon pays, je le referai. Tant que les lois de mon pays sont en jeu. Mais de grâce. Il y a des enfants qui ont aujourd'hui 30 ans, ils n'ont connu qu'un pays en crise. Et les seuls qui peuvent nous aider à faire le bon, c'est vous trois. Moi, je suis pragmatique. Là, en 2020, 2025, le président Bakossi dit qu'il est candidat. Nous, voilà, c'est parti. C'est parti. Parce que l'autre va dire, j'étais condamné à 20 ans. Nous, on va dire que la condamnation, c'est 0. On est reparti. On est reparti. Et puis lui aussi va dire, je veux faire un 4e mandat. Non, je veux faire le 2e mandat de la 3e. Donc tout ça, c'est compliqué. Tout ça, c'est compliqué. Non, mais ça fait rigoler. Mais c'est comme ça qu'on décapite. C'est comme ça qu'on nous tue. Parce que nous aimons nos leaders. Alors, ce soir, je vais lancer un appel aux hommes de Dieu, aux chefs traditionnels, aux rois et chefs traditionnels. Car c'est comme nous avons appris, la sagesse résidait chez ces gens-là. Regardez le petit Burkina Faso. Il n'est pas président de la République, mais le chef de l'État va le consulter. Il s'appelle le Moro Naba. Comment des rois et chefs traditionnels ont encouragé le chef de l'État actuel à aller briguer un autre mandat? Même ils seront prêts bientôt à lui dire, va encore, tu es trop bon. Et notre pays va de crise en crise. Et c'est la jeunesse qui se meurt. Monsieur le ministre d'État, je sais que peut-être que ce discours que je tiens vous gêne un peu, parce que vous êtes un homme politique, mais je suis un fils du pays qui veut le meilleur pour son pays. Et on a passé 30 ans à bousiller ce qu'il y a de beau dans notre pays. Nous, on aime un combat à la loyale. Celui qui a gagné là, nous tous on se tête, et puis on fait une opposition classique, et puis le pays avance. Mais dès qu'on branche, on sort des maquettes. On sort des armes contre le pays. Alors, à un moment donné, il faut que les grands leaders s'asseyent et se parlent.
parce que 2025 arrive. Je n'encouragerai personne à aller en exil. Ou bien, vous nous donnez la paix, ou bien vous allez finalement nous exterminer tous. Et ça, c'est déplorable. C'est vraiment un cri du cœur, parce que je suis revenu d'exil. Il y en a qui pensent qu'on a perdu du temps. Moi, je pense que j'ai apporté quelque chose à mon pays. J'ai apporté quelque chose à mon pays. Et je pense que mon pays mérite encore beaucoup plus. M. Ouattara gagnerait, parce que c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui, à prendre une décision pour que tous les prisonniers sortent, à prendre une décision pour que toutes ces poursuites judiciaires soient arrêtées et que nous ayons dans le pays un vrai dialogue national. Un vrai dialogue national. C'était vraiment le message que je peux dire ici. Quand je serai en audience, s'il veut bien me recevoir, je lui dirai ce que je n'ai pas pu dire ici. Parce que n'attendons pas toujours à la veille de l'élection avant de commencer à nous battre. Sinon, c'est nous là qu'on ramasse, qu'on jette en prison. Voici Picheri Bali. Dans ce pays, tout était bloqué. C'est la première fois qui s'est levée. Pour que nous puissions défendre la constitution de notre pays. Et on a vu la condamner pour ça. On dit qu'elle a fait politique. Comme s'il y avait des politiques à part et puis les autres sont ailleurs. D'ailleurs, même l'exil aussi, ça je l'ai écrit, hein, c'est pour ça que je le dis. L'exil aussi m'a donné une idée. C'est que, c'est vrai, on est jeune, mais moi j'ai tapé quand même 27 ans à faire les droits de l'homme. Depuis avec la vidéo en 1994, depuis quand j'étais à la fac à Boaké. Ça fait 30 ans. Et ils violent les droits de l'homme, et puis nous on est là, on dénonce. Et ils violent, et puis nous on est là, on critique. Et ils violent, et puis on critique. À un moment donné, il faut que nous-mêmes aussi, on essaie de changer la donne. Donc, politique là, nous tous, on va faire. Quand je dis ça, après quand je suis en réunion, mes collaborateurs disent, président, ces droits de l'homme là, politique là, je dis, arrêtez de nous fatiguer parce que la question des droits de l'homme est une question éminemment politique. Quand tu dis à un chef d'État, respecte les droits de l'homme, les prisonniers, il faut les libérer, il dit tu fais ta politique. Alors que tu as tout de lui dire de respecter la loi du pays. Donc la vérité, la question des droits de l'homme est une question éminemment politique. Moi je voudrais vraiment vous dire que si la classe politique ne peut pas nous donner la paix, ne peut pas nous garantir la paix, on a tourné pendant 30 ans. Aujourd'hui, c'est à nous aussi, société civile, à nous je dis, hein, et je les cite, à nous, société civile, à nous les prêtres, à nous les pasteurs, à nous les journalistes, les imams. Ne regardons pas ce que le chef de l'État va nous donner, mais regardez la Côte d'Ivoire de demain, qu'est-ce qu'elle sera? Bâtissons la paix ensemble. Ne mettez pas la vie dans les seules mains du chef de l'État, parce que le chef de l'État peut se tromper. C'est un humain. Et s'il a de mauvais conseillers, il nous emmène dans le gouffre. Et ce sont nos enfants qui crèvent. C'est ce message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Moi, je suis venu pour jouer, mon rôle dans la réconciliation. Vous allez voir. Et je ne vais pas tricher. Parce qu'on a passé 10 ans, on ne voudrait plus jamais que cela se répète dans ce pays. Nous allons faire mes épiers. Et si le dialogue national, l'État, ne peut pas l'organiser, nous allons chercher les moyens pour organiser le dialogue national en Côte d'Ivoire ici. Et ça se fait en Europe. Ça se fait en Europe. Si la société civile est dynamique, elle est déterminée, elle peut créer les conditions et puis inviter les chefs d'État. D'ailleurs, même quand le chef de l'État organise, ce n'est pas toujours transparent. Parce que c'est lui qui organise. Mais si la société civile trouve les moyens et qu'elle organise un grand forum, invite les chefs d'État venus de l'extérieur, les chefs d'État de chez nous, les grands protagonistes vont venir pour que nous puissions sceller une paix durable pour la Côte d'Ivoire de demain. Mon rêve, c'est que ce pays puisse connaître la paix. Mon rêve, c'est que nos enfants puissent enfin connaître la paix. Mon rêve, c'est que la richesse de ce pays puisse profiter à chaque fils du pays. Mon rêve, c'est que les Ivoiriens soient remarqués, respectés dans le pays et ailleurs. Chers amis, je suis venu d'exil, il fallait que je me libère. Et c'est pour cela que j'ai parlé, mais j'ai parlé avec mon cœur. Je sais que les chefs d'État à qui je me suis adressé, il y en a un qui est très démocrate. Donc pour lui, je n'ai pas vraiment de problème. Je n'ai pas vraiment de problème parce qu'il me connaît. Et puis on se comprend.
Bon, le président Bédier aussi, je pense qu'aujourd'hui on est en phase et le chef de l'État ou le président Ouattara, bon, vous savez, quand tu veux te réconcilier avec quelqu'un, il faut dire les mots qui lui font du bien. Donc le président Ouattara, quand il dit ça, parce que j'ai toujours dit que c'est un chef d'État, c'est pas président, mais monsieur le président Ouattara, donc je suis revenu d'exil, mes collaborateurs l'ont fait, ils ont dit merci. Je voudrais réitérer ce merci-là, parce qu'à la vérité, c'est le droit. Vous avez accepté finalement que des fils du pays qui n'avaient pas à s'inquiéter puissent rentrer. Je voudrais vous dire merci, mais allez-y plus loin. Je voudrais vous rencontrer pour que je puisse aussi simplement vous faire des propositions. Car je suis un fils du pays, comme vous-même aussi. Donc, c'est ça aussi ces belles paroles que je veux invoquer Dieu. Ne l'oublions jamais. La révérende Mireille Ibré, qui est ma directrice de communication, a remercié le Seigneur en commençant cette rencontre. Et puis, toutes les interventions qui sont succédées pour saluer. Parce que, chers amis, et je m'avais terminé par là, je vous dis profondément que je suis fier du travail qu'on a abattu dans la diaspora. Et je veux dire merci à toute la diaspora. Les gens ont acquitté le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blegoudi. Mais ce n'est pas eux seulement qu'ils ont acquitté. Monsieur le ministre d'État, si, prenons l'hypothèse, le président Gbagbo est condamné à 20 ans, à 30 ans, moi je ne serai pas ici. Je ne pourrai jamais rentrer. Et dans le pays, on allait nous huer. Parce qu'à la vérité, on a donné raison à tous ceux qui ont considéré qu'il était criminel. Donc quand on la quitte, d'un point de vue moral, on est réhabilité. C'est pour cela que je suis très fier. Aujourd'hui, regardez, je suis rentré dans mon pays, dans la maîtresse, dans la dignité, dans la joie, pour avoir mené un combat juste. On n'a pas trompé, on n'a pas trahi. On a mené un combat juste pour la République. Quand un enfant du pays, il ne doit pas compter lui-même ce qu'il gagne. Mais il faut plutôt qu'il regarde ce qu'il fait pour la nation. Et ce combat, nous l'avons mené. Et je suis très fier. Je veux dire merci à la diaspora. Merci à la diaspora de nous avoir tenus, de nous avoir soutenus. Parce que quand on partait en exil, il n'y avait plus un pays. On avait tout démantelé. Tous les leaders étaient en prison, les leaders, tout le monde était en fuite. C'est la diaspora qui s'est levée. Et les manifestations ont donné de l'espoir. Et finalement, la fibre a contaminé l'intérieur du pays. Et les militants du FPI même ont commencé à reprendre confiance. J'ai passé 10 ans parmi eux. Je suis bien placé pour le dire. Je voudrais terminer par faire, en attendant de rencontrer le président Ouattara, je voudrais lui dire que si on a acquitté le président Laurent Gbagbo et qu'aujourd'hui, le 17 juin, le président Laurent Gbagbo est entré en Côte d'Ivoire, ce n'est pas M. Blegoudé qui doit rester dehors. Ce n'est pas juste. Les deux ont été jugés dans le même sac pour les mêmes faits. Ils ont été acquittés ensemble. Le président Laurent Gbagbo a reçu ses passeports et il est rentré dans le pays, dans le rang des siens. Je plaide que le ministre Charles Blegoudé, lui aussi, obtienne son passeport et qu'il revienne dans le pays. Je plaide. Parce que nous tous, on va se retrouver dans le pays. Parce que de toute façon, qu'on le veuille ou pas, il y a une génération qui s'en va et il y a une autre génération qui doit se préparer. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais vous remercier. Merci de votre présence. Je suis pour le tout. Merci. Wow, discours très dense, président. Merci beaucoup, président. Est-ce qu'on peut encore accorder Dr. Robert Sako-Gervais? Wow, merci beaucoup, président. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, alors merci à toutes ces personnes qui sont arrivées ce soir pour accueillir Dr. Robert Sako-Gervais. Merci à toutes les organisations de la société civile, à tous ces groupements politiques
qui sont arrivés ce soir, tous ces responsables. Nous voulons dire également merci à nos amis de la presse qui ce soir vont relayer l'information vraie et juste. Nous voulons dire également merci à tous ces collaborateurs de la ville de Grande Afrique, Révérend Jules Marius Lata, Madame Manuel Révérend Topi, Maître Roselyne Akaseriba, Monsieur Sakunin Godé, Professeur Didier Sokouri, Professeur Célestin Babieja, Madame Rosa Lila, épouse Kwaku Yosef. Monsieur Fidé Kofi, Monsieur Marcelin Akessé, Monsieur Marius Bli, Monsieur Lionel Yaga Romeo, Monsieur Nestor Kokura Keti, Madame Alice Léouni, Monsieur Wende Compaoré, Docteur Jean-Philippe Olélé, Mademoiselle Patricia Léonce Paé, Monsieur Antonio Claver Bailly Guédé, Monsieur Gustave Waï, Professeur Aboua Urbain Quadio et la révérende Kipré Mireille. Merci à toutes, merci à tous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé au digne fils de la Côte d'Ivoire, Dr Boga Sako Jardin, qui a livré un discours dense, un discours de réconciliation pour le développement de la Côte d'Ivoire. Merci. Nous voulons dire merci au président de la commission communication, M. Oula, qui s'est battu vraiment pour que la presse soit présente, pour que l'événement soit retranscrit. Merci, merci, merci à toutes, merci à tous. Merci pour le déplacement massif et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Le combat. Voilà le VP courant, c'est Ponjolès. Voilà, je veux dire que. Alors, les amis de la presse, le président de la commission communication.